C'était cette sensation atroce qu'on est observé, qu'on dérange quelque chose qui n'a rien d'humain. Ma maison m'a appelé. Ce soir-là, j'étais sorti du bureau plus tôt pour un dîner d'anniversaire. Vers 20 h, je suis repassé en vitesse pour récupérer un bouquet que j'avais laissé là. À peine entré, le téléphone de mon bureau s'est mis à sonner. Mon téléphone direct. J'ai regardé l'écran, l'appel venait de chez moi. Mon propre numéro de ligne fixe. J'habitais seul. Mon copain de l'époque était avec moi, il a vu le numéro s'afficher lui aussi. On s'est regardé, et j'ai décroché. Il n'y avait rien, même pas un souffle. On a sauté dans la voiture et on a filé chez moi. L'alarme était encore activée. Aucun signe d'effraction. Mes 2 chats dormaient profondément sur le canapé, comme si rien d'étrange ne s'était produit. La maison datait de 1927. Il y avait toujours eu quelque chose de particulier dans l'air. Pas une menace mais une présence. J'ai toujours cru que c'était une femme. Une présence féminine, familière, presque bienveillante. Je ne l'ai jamais vue, mais je savais qu'elle était là. Une nuit, je suis descendu à la cuisine pour boire de l'eau. Et j'ai trouvé un couvert posé à ma place à table. Une assiette, un verre. Et à la place des couverts, 2 longs couteaux de boucher, bien rangés, l'un à gauche, l'autre à droite, comme si quelqu'un m'attendait pour dîner. Je n'ai pas crié. J'ai juste reculé, lentement. Et j'ai remercié à voix basse. Parce que je savais qu'elle ne voulait pas me faire de mal, qu'elle essayait juste de dire qu'elle était là. Je n'habite plus dans cette maison depuis 5 ans, mais il s'est passé tellement de choses étranges que je pourrais écrire un livre. Je suis allé voir une voyante avec ma mère, juste pour s'amuser. On s'est prêté au jeu, chacune a eu sa lecture, c'était divertissant, intriguant parfois. Mais il y a eu un détail étrange qui m'a marqué, parce qu'il sortait du lot. À un moment, la voyante s'est tournée vers ma mère. Elle a fermé les yeux un instant puis lui a dit que son père, décédé depuis plusieurs années, lui transmettait un message. Il fallait, selon lui, qu'elle vérifie la chaudière. C'était dit avec calme, sans mise en scène. Juste, il insiste, faites-la vérifier. Sur le moment, on a trouvé ça bizarre, même un peu absurde. Mais l'idée est restée dans un coin de la tête de ma mère. 1 ou 2 semaines plus tard, elle a fini par appeler un professionnel pour un contrôle, plus par curiosité qu'autre chose. Le technicien est venu, a inspecté l'installation, puis il a blêmi. Il lui a dit que c'était un miracle. Il voyait bien le détecteur de monoxyde de carbone, installé et fonctionnel, mais selon lui, il y avait eu une fuite importante, persistante. Suffisamment pour intoxiquer toute la maison. Il ne comprenait pas comment l'alarme n'avait pas sonné. Il a même demandé comment le chat était encore en vie. Personne dans la maison n'avait eu de symptômes. Pas encore. Ma mère n'a pas reparlé de la voyante tout de suite. Mais le lendemain, elle est allée allumer une bougie dans un coin du salon où elle gardait une photo de mon grand-père. Elle n'a rien dit. Elle a juste allumé la bougie et elle est restée là quelques minutes. Il n'avait jamais été bavard de son vivant. Il n'a pas changé après sa mort. Mais parfois, une phrase suffit. J'étais assis à l'arrière du vieux van de mes grands-parents quand j'ai senti quelque chose me taper doucement sur le haut du crâne. Un petit bruit, presque imperceptible, mais bien réel. Je lève la main machinalement et je découvre une pièce de 10 cents posée sur ma tête. J'ai regardé autour de moi, un peu confus. Le van était fermé, les vitres relevées, les portes bien verrouillées. Il n'y avait pas de trappe au plafond, aucun trou dans le toit, et la visière du pare-soleil était bien trop loin pour que quoi que ce soit tombe de là jusqu'à moi. C'était juste impossible. Ma mère, assise à côté, m'a lancé un regard étonné. Elle m'a dit qu'elle avait vu quelque chose tomber du coin de l'œil, mais qu'elle n'avait pas compris ce que c'était. En voyant la pièce dans ma main,
elle a blêmi un instant, puis elle a souri sans rien dire. Ce qui est étrange, c'est que, plus tôt dans la journée, un peu pour rire, j'avais chuchoté une prière rapide dans ma tête. Rien de sérieux. Juste une petite pensée comme on en a parfois, un peu d'argent, s'il te plaît, juste un signe. Et là, j'imagine Dieu, ou peut-être quelqu'un d'autre là-haut, qui entend cette prière légère et décide d'y répondre avec un certain humour. Une pièce de 10 cents, déposée directement sur la tête, sans explication. Peut-être que ça ne valait pas plus que ça. Juste un clin d'œil. Une petite blague cosmique. Et pourtant, des années plus tard, je garde toujours cette pièce dans un tiroir. Un soir, ma mère, mon frère et moi étions en voiture, rentrant tranquillement à la maison après un match de baseball. On discutait tous les trois, la radio était coupée, juste nos voix dans l'habitacle, quelques rires, rien de particulier. Puis, sans qu'on s'en rende compte, on a remarqué quelque chose d'étrange. C'est difficile à décrire, mais soudain, c'était comme si on avait sauté en avant sur la route. Comme si la moitié du trajet avait été effacée. L'un de nous a fait une remarque, je ne sais plus qui. Peut-être mon frère, ou moi. Un truc du genre, attends, on est déjà là. Ma mère a regardé l'horloge. Elle a froncé les sourcils. 10 minutes s'étaient écoulées depuis qu'on avait quitté le terrain. 10 minutes. Pourtant, l'endroit où on se trouvait sur la route aurait normalement exigé au moins une demi-heure de route, peut-être plus. On s'est tous tus un instant. Le silence dans la voiture est devenu presque lourd. Pas d'angoisse. Juste un blanc. On a vérifié le GPS, les horloges, rien ne clochait. Tout était en ordre. Sauf le temps. On n'a jamais vraiment su quoi penser. Ce n'était pas une hallucination, on était trois à l'avoir vécu. Et aucun de nous n'a jamais trouvé une explication logique. Pas de raccourci, pas d'erreur de parcours. Parfois, on en reparle à moitié en riant. Mais au fond, on sent bien que ce n'était pas juste une impression. On a perdu 20 minutes quelque part. Au travail, une fille est tombée et s'est évanouie. On a appelé les secours immédiatement, et pendant qu'on attendait qu'ils arrivent, tout le monde essayait de comprendre qui c'était. Très vite, on a tous cru reconnaître la personne allongée au sol. C'était évident, c'était Ashley. Son visage, ses cheveux, sa silhouette. J'en étais sûr. On la connaissait tous, c'était elle. Les secouristes sont arrivés et ont commencé à s'occuper d'elle. Pendant ce temps, je me tourne un instant vers ma droite et je vois Ashley. Debout, derrière sa caisse. Je me suis figé. Mon cœur a raté un battement. J'ai dû cligner des yeux plusieurs fois. C'était elle. Même uniforme, même visage. Ashley était là, à côté de moi. Et elle était aussi là-bas, allongée au sol, prise en charge par les secours. J'ai regardé à nouveau la fille par terre, et cette fois, ce n'était plus Ashley. Son visage avait changé, c'était quelqu'un d'autre. Une autre employée. Une fille qui, au départ, ne ressemblait en rien à Ashley. Mais maintenant, c'était évident que c'était elle. J'ai senti le vertige me monter à la tête. Je n'ai rien dit. Personne ne semblait remarquer ce glissement, ce moment d'incohérence totale. Comme si j'étais le seul à l'avoir vu. Je n'ai jamais trouvé d'explication. Pas de fatigue, pas de stress particulier ce jour-là. Juste cette sensation irréelle, que pendant quelques secondes, deux personnes avaient échangé leur place. Comme si la réalité avait bugué. Et même aujourd'hui, je n'arrive pas à me convaincre que c'était juste une erreur de perception. Parce que je savais que c'était Ashley. Jusqu'à ce que ça ne le soit plus. C'est un souvenir qui me reste en tête, même des années plus tard. J'étais gamin, 7 ou 8 ans, assis sur le canapé en train de regarder les Mets pendant les playoffs. Le genre de moment où tout semble important,
où chaque lancer compte, même si on ne comprend pas encore toutes les règles. Ma mère est entrée dans le salon et m'a dit qu'il était l'heure d'aller me coucher. Juste avant de monter, mon père m'a demandé, en souriant un peu, « Alors, d'après toi, qui va gagner ?» Les Mets perdaient, mais le match était serré. Il n'y avait aucune raison logique de penser qu'ils allaient s'en sortir. Pourtant, sans réfléchir, j'ai répondu, « Robin Ventura va frapper un grand chelem pour gagner le match. » Mon père a haussé les sourcils, puis m'a dit un truc du genre, « Ouais, va te coucher. » Et c'est ce que j'ai fait. Je dormais profondément quand il est venu me réveiller, plus tard dans la nuit. Il m'a secoué l'épaule, pas trop fort, mais assez pour que j'ouvre les yeux. Il avait cette tête que les adultes font quand quelque chose dépasse leur compréhension. Il m'a dit que les Mets avaient gagné. Que Robin Ventura avait frappé un grand chelem. Exactement comme je l'avais dit. Il était vraiment secoué. Moi, j'étais trop jeune pour comprendre à quel point c'était improbable. Je me suis recouché sans vraiment réussir à dormir. Ma mère, le lendemain, m'a regardé comme si j'étais devenu un petit oracle. Elle m'a dit que j'avais un don, ce genre de truc que les parents disent parfois. Je n'ai jamais cru que j'étais médium. Et pourtant, ce moment-là, ce sentiment bizarre d'en être sûr, sans savoir pourquoi, reste l'un des souvenirs les plus nets de mon enfance. Quand j'étais enfant, je partageais ma chambre avec mon frère. Un soir comme les autres, on était chacun dans nos lits et on parlait, comme on le faisait souvent avant de dormir. Il devait être autour de 21h, peut-être un peu plus. Il me racontait quelque chose, je ne me souviens plus quoi, et en plein milieu d'une phrase, il s'est mis à ronfler. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Une seconde il parlait, la suivante il dormait profondément. J'ai trouvé ça bizarre, mais j'ai haussé les épaules. Puis j'ai regardé le réveil à côté de mon lit. Il était 2h13 du matin. Je me suis redressé, confus. Il m'a fallu quelques secondes pour comprendre ce que je voyais. Ce n'était pas juste que le temps avait passé vite. Il manquait. Je n'avais aucun souvenir d'avoir dormi, d'avoir cligné des yeux. Rien. C'était 21h, puis soudain, 2h du matin. La semaine suivante, c'est arrivé encore. J'étais allongé, mais je ne dormais pas. Ma porte de chambre restait souvent entrouverte, et de mon lit, je pouvais voir la télé du salon allumée au fond du couloir. Je regardais distraitement, essayant de deviner le film juste par les couleurs. Puis, d'un coup, l'écran s'est éteint. Pas de clic, pas de signal. Juste noir. J'ai tourné la tête vers mon réveil. 2h08, encore une fois, j'avais perdu plusieurs heures. D'un seul coup. Sans m'endormir, sans cligner des yeux, sans rêver. Quand j'étais petit, un jour d'hiver, ma mère a décidé qu'on irait au centre commercial. Il neigeait doucement dehors, rien d'alarmant, juste cette neige fine qui recouvre tout de blanc sans faire de bruit. Mais moi, quelque chose en moi s'est mis à hurler. Je ne savais pas expliquer pourquoi, mais j'étais terrifié. Une peur brutale, incontrôlable. J'ai commencé à pleurer, à supplier ma mère de rester à la maison. J'ai hurlé, me suis débattu pendant qu'elle me portait jusqu'à la voiture, pensant que je faisais juste un caprice. Elle a tenté de me rassurer, puis a soupiré en bouclant ma ceinture. 10 minutes plus tard, on était sur la route. Et puis d'un coup, la voiture a glissé. Le genre de perte de contrôle où tout devient silencieux pendant une seconde. On a traversé la ligne, basculé vers l'autre voie. Il n'y avait heureusement aucune voiture en face. La voiture a quitté la route, a foncé droit dans un champ enneigé. Et là, dans un flot de neige et de chaos, on a frôlé un énorme boîtier électrique. 3 centimètres de plus, et l'histoire aurait été différente. Ma mère s'est arrêtée un peu plus loin, tremblante, les mains toujours agrippées au volant. On est resté là, sans rien dire, pendant plusieurs minutes. Je me souviens encore de la façon dont elle m'a regardé. Pas en colère. Pas inquiète.
Juste étonnée. Comme si elle réalisait que, parfois, un enfant peut savoir ce qu'il ne devrait pas. Je n'ai jamais compris ce qui m'avait pris ce jour-là. Ce n'était pas un pressentiment comme dans les films. C'était physique, viscéral. Comme si quelque chose en moi savait, avant tout le reste, qu'on n'était pas censé partir. Quand je prenais de l'acide, ça finissait toujours par perturber les appareils électroniques autour de moi. Ce n'est pas que je me trompais de bouton ou que j'étais trop défoncé pour les faire fonctionner. Non, je parle littéralement de téléphones qui commençaient à bugger dès que je les touchais. La moitié de l'écran devenait folle, des lignes apparaissaient, puis tout s'éteignait d'un coup. Un jour, en plein trip, je jouais à un jeu vidéo et le niveau ne voulait tout simplement pas charger. À la place, un écran d'erreur s'est affiché, entièrement en japonais, figé là comme si la console refusait de continuer. Il a fallu redémarrer entièrement la machine, et même après ça, certains fichiers avaient disparu. Avec le temps, c'est devenu si fréquent que mes potes m'interdisaient de m'approcher de leur matos. Si quelqu'un apportait des platines ou un contrôleur digi à une soirée, je devais rester à distance. En soirée à la fac, je n'avais même plus le droit d'approcher la sono. Un jour, rien qu'en m'asseyant près de l'ampli, il a commencé à grésiller, comme si quelque chose en moi brouillait tout autour. Un type de ma promo a même prétendu que j'avais une espèce d'énergie électromagnétique instable. Il en a fait tout un délire ésotérique, disant que certaines personnes exsudaient des interférences quand leur esprit quittait trop loin la réalité. À partir de là, on m'appelait le court-circuit. C'était à la fois une blague et une manière très sérieuse de me tenir éloigné de tout ce qui était branché sur secteur. Je rêve de lieux que je n'ai jamais visités, et sans le vouloir, je finis par y mettre les pieds quelques semaines plus tard. Les premières fois, j'ai cru à une simple coïncidence. Je me suis dit que c'était sûrement des endroits que j'avais déjà vus sans m'en souvenir clairement. Peut-être des rues croisées rapidement en voiture, ou des images stockées dans un coin oublié de ma mémoire. Mais ensuite, ça a commencé à devenir plus étrange. Je me suis retrouvé dans des endroits que je ne pouvais en aucun cas avoir visités avant. Des ruelles d'une petite ville que je n'avais jamais entendu nommer, un passage souterrain avec une fresque décrépite que j'avais vue dans un rêve 2 semaines plus tôt, jusqu'à la texture exacte des carreaux au sol. Le pire, c'est que je n'ai jamais cherché à y aller. Ce sont toujours des détours imprévus, des promenades que je ne comptais pas faire, des invitations lancées au dernier moment. Et à chaque fois, l'instant précis où je reconnais le lieu me cloue sur place. Le sentiment est trop net pour être confondu avec une impression de déjà-vu. J'ai parfois su ce qui allait se trouver derrière une porte ou au coin d'un bâtiment, avant même de le voir. À force, j'ai commencé à appeler mes parents, leur demandant si on avait visité tel ou tel village pendant mon enfance. Je leur décris des endroits avec précision, espérant qu'ils m'avouent un vieux souvenir oublié, un voyage que je n'ai pas en tête. Mais à chaque fois, la réponse est la même, jamais entendu parler de cet endroit, jamais mis les pieds là-bas. Ce qui m'inquiète, c'est que les rêves deviennent plus détaillés. Je ne vois plus seulement les lieux. Parfois, j'y croise des visages, des scènes entières, et quand j'y retourne dans la réalité, certains éléments sont exactement à leur place, comme s'ils m'attendaient. Il m'arrive d'être à 2 doigts de m'endormir quand des sons surgissent, comme si une autre réalité essayait de se superposer à la mienne. Je commence à entendre des bruits d'hôpital, des bips réguliers, des machines qui surveillent des signes vitaux, et surtout, des voix étouffées. Des gens qui parlent bas, comme s'ils se tenaient près d'un lit, essayant de ne pas réveiller le patient. Parfois, ce sont juste des murmures lointains, d'autres fois je capte des mots nets, mais sans jamais réussir à les comprendre entièrement. Et puis il y a ce son. Un long bip strident, aigu, qui ne passe pas par mes oreilles mais semble traverser directement mon cerveau. Il ne dure qu'une seconde, mais il laisse une sorte d'écho, comme si quelque chose en moi s'était figé à ce moment-là. J'en suis arrivé à une théorie. Peut-être que je suis en réalité un vieillard, quelque part dans le futur. Un homme de 90 ans, allongé dans un lit d'hôpital,
maintenu en vie par une machine. Et ce que je vis ici, maintenant, cette vie que je crois réelle, ne serait qu'une simulation, une reconstruction de mes souvenirs, réactivée par un dispositif censé me garder conscient pendant que mon corps meurt à petit feu. Les sons que j'entends juste avant de m'endormir, ce seraient des fuites du monde réel. Des fragments de l'hôpital qui se glissent à travers les fissures de cette réalité fabriquée. Les bips, les voix, les alarmes, ce seraient les signes que cette illusion commence à se désagréger. Dans ma ville natale, il y a une vieille enseigne suspendue sur un bâtiment discret, indiquant une loge maçonnique. Rien de spectaculaire en soi, juste une plaque en métal un peu ternie avec des symboles gravés dessus. Mais un jour, je me suis dit que j'allais aller voir de plus près. Juste par curiosité. Je me suis approché en partant d'un coin de la rue, à une bonne distance, et j'ai commencé à marcher droit vers l'enseigne. Sauf qu'au lieu d'arriver devant, je me suis retrouvé sans comprendre comment à l'autre bout du bloc. Je me suis retourné, l'enseigne était bien là, toujours à la même place, suspendue à mi-hauteur du bâtiment. J'ai haussé les épaules, pensant avoir été distrait, et j'ai recommencé. J'ai marché en regardant bien chaque boutique, chaque porte. Il y avait un coiffeur, un magasin de cadres, un pressing, et soudain, encore une fois, j'étais de retour au bout de la rue. J'ai refait l'aller-retour plusieurs fois. À chaque passage, je scrutais les vitrines, j'inspectais les noms sur les portes. Mais jamais je ne trouvais d'entrée pour une loge maçonnique. Pas une seule trace de cette enseigne à hauteur des yeux. Juste cette pancarte suspendue, qui semblait flotter au-dessus d'un bâtiment sans accès. Plus tard, un peu agacé, je me suis posté de l'autre côté de la rue, pile en face de l'enseigne. Je me suis aligné parfaitement, et cette fois, j'ai traversé en ligne droite. En arrivant de face, sans suivre les boutiques une à une, j'ai vu une porte. Une porte que je suis sûr de ne pas avoir vue avant. Elle était là, parfaitement banale, mais marquée d'une plaque gravée, loge maçonnique numéro 84. Pas cachée, pas verrouillée, juste absente des trajets précédents. J'avais un ami qui vivait sur une ferme, un endroit immense avec tout un attirail de machines agricoles, des vraies structures de métal brut et de dents d'acier rouillées, qu'on oublie vite jusqu'à ce qu'on les voit de trop près. Un jour d'hiver, il m'a raconté qu'il faisait un tour en motoneige sur ces terres, comme il le faisait souvent. Le terrain était plat, couvert de neige fraîche, et il filait à bonne allure, autour de 30 km/h, un peu perdu dans ses pensées. Il a levé les yeux un peu tard. Juste devant lui, à hauteur parfaite pour lui trancher la gorge, se trouvait une énorme lame fixée à une machine oubliée là, à moitié enterrée dans la neige. Il n'y avait aucun moyen d'esquiver. Il n'y avait pas le temps de freiner. Il a fermé les yeux, convaincu que c'était fini, persuadé que dans la seconde suivante, tout allait s'arrêter. Mais rien. Il a ouvert les yeux, le cœur battant à fond, et il était toujours en train d'avancer. Il s'est arrêté, et descendu, tremblant. Il a regardé en arrière. Les traces de la motoneige passaient exactement à l'endroit où la lame aurait dû le découper net. Et pourtant, il n'avait pas une égratignure. Il est allé toucher la lame, elle était bien là, froide, solide, immobile. Il a mesuré la hauteur, aucune chance qu'il soit passé en dessous. Aucun moyen logique. Il m'a dit que depuis ce jour-là, il se demandait s'il n'était pas mort à ce moment précis. Que peut-être il vivait depuis dans quelque chose d'autre, une suite étrange à sa propre histoire. Ou alors, que le monde avait eu une sorte de raté, un accroc silencieux dans la mécanique de la réalité, et qu'il avait glissé entre les dents du destin sans se faire prendre. Je traversais un terrain de parade à ciel ouvert, sur une base militaire, en plein jour. Il n'y avait pas grand monde, juste quelques personnes dispersées çà et là. À un moment, je suis passé près d'un petit groupe, 2 ou 3 personnes. Et parmi eux, il y avait un individu, disons, de petite taille. Je choisis mes mots avec soin parce que ce n'était pas juste une personne plus petite que la moyenne. C'était autre chose. Ce qui m'a frappé en premier, c'était ses vêtements.
Ça n'allait pas. Il n'avait pas de cohérence. Comme si quelqu'un avait essayé de copier une tenue humaine sans vraiment comprendre comment s'habille un humain. Ce n'était pas délirant ni grotesque, c'était juste décalé. Trop propre, trop lisse, sans plis, sans logique dans les coupes. Ça ressemblait à une caricature de vêtements humains fabriqués à partir de mémoires floues. Quand je suis passé à côté, la chose a tourné la tête vers moi, et avec une voix légère, presque chantonnante, elle a dit « Comment ça va ?» Instantanément, j'ai senti un frisson glacial me parcourir l'échine. Pas à cause des mots, mais à cause de la façon dont ils avaient été prononcés. Il y avait quelque chose de faux, d'imité, comme si la voix imitait une intonation humaine sans en comprendre le sens. Je n'ai rien répondu. J'ai continué à marcher comme si de rien n'était, mais mon esprit tournait à toute vitesse. Je suis un sceptique. J'aime les explications logiques. Alors au bout de quelques mètres, j'ai pris sur moi de me retourner pour comprendre ce que je venais de voir. Pour confronter la situation, remettre les choses à plat, calmer mon imagination. Mais en me retournant, il ne restait que les 2 ou 3 personnes. L'individu en question, cette présence étrange, avait disparu. Pas de traces, pas de mouvement de départ, rien. Je ne sais toujours pas ce que c'était. On était 3 à discuter au boulot, au milieu de l'entrepôt, un grand espace ouvert où chaque bruit porte bien. Rien de particulier, juste une conversation banale pendant une pause. Et soudain, tous les 3, au même moment, on a baissé les yeux vers mon pied droit. On a tous entendu quelque chose. Et moi, en plus, je l'ai senti. Un frôlement léger mais clair, comme si une feuille de papier était tombée ou avait glissé rapidement juste contre ma cheville. J'étais en short, donc le contact était direct sur la peau. Ce n'était pas douloureux, ni fort, mais c'était réel. Assez pour que mon corps réagisse d'instinct. On a tous cherché l'origine. Pas de papier, pas d'objet tombé, pas d'insecte, pas même un courant d'air évident. Aucun de nous ne tenait quoi que ce soit à la main, encore moins quelque chose qui aurait pu tomber. On a vérifié autour, sous la palette la plus proche, même dans nos poches. Rien. Ce qui me hante un peu, c'est que ça n'était pas une hallucination isolée. Ce n'était pas moi seul, perdu dans mes sensations. Les 2 autres ont entendu exactement la même chose, au même moment, et ils l'ont cherché aussi, ce quelque chose. Mais ça n'existait pas. Il y a une partie de moi qui se dit que parfois, un petit coin de réalité se déchire un instant. Que quelque chose traverse, un écho d'un autre moment, d'un autre endroit. Un matin, je me suis réveillé, encore dans cette brume entre le sommeil et l'éveil, et j'ai ouvert les yeux. Tout semblait normal pendant une fraction de seconde, jusqu'à ce que je remarque ce que je voyais. Pas juste voir, mais vraiment percevoir les détails avec une précision impossible. À l'autre bout de la pièce, à plus de 3 mètres, sur mon étagère, il y avait mes figurines de collection. D'habitude, je les vois comme des formes familières, un peu floues à cette distance sans mes lunettes. Mais là, je distinguais chaque micro-rayure sur leur surface. Je voyais la poussière fine accumulée dans les plis de leurs vêtements sculptés, le genre de choses que je ne remarque qu'en les nettoyant de près, loupe en main. Mon regard a glissé vers ma table. Là aussi, des détails absurdes. Les fibres individuelles d'un mouchoir posé dessus, les minuscules griffures sur le bois verni, même une trace de doigt invisible en temps normal ressortait comme si elle avait été dessinée au marqueur. Je suis resté là, figé, les yeux grands ouverts. Pas de migraine, pas d'acouphène, pas de vertige. Juste une clarté surréaliste. Et puis, sans prévenir, je cligne des yeux. Et tout redevient normal. Flou à distance, les rayures ont disparu dans la masse. Le monde s'est refermé sur sa résolution habituelle. Je suis resté assis sur mon lit plusieurs minutes, à me demander ce qui venait de se passer. Je n'ai jamais retrouvé cette vision depuis. Pas même un fragment. Juste ce moment, cette anomalie visuelle, comme si, pour une seconde, quelque chose m'avait permis de voir au-delà de la limite humaine.
Je me demande parfois si c'était un rêve qui a débordé dans l'éveil aussi, brièvement, j'ai vu le monde comme il est réellement. J'ai 2 chargeurs pour mon téléphone. Un matin, j'en prends un, je l'utilise toute la journée pendant que je suis dehors. Mais une fois rentré chez moi, impossible de le retrouver. Je vide mon sac, je retourne mes poches, rien. Je me dis que je l'ai sûrement laissé tomber quelque part, tant pis. Heureusement, j'ai un second chargeur, donc je continue ma vie sans trop m'en préoccuper. Pendant une semaine entière, j'utilise le deuxième. Entre-temps, je fais du rangement. Je nettoie mon appart à fond, plusieurs fois. Rien de bizarre, rien de retrouvé, rien qui cloche. Le chargeur est bel et bien perdu. C'est acté dans ma tête. Disparu, oublié. Puis un jour, je vais faire du shopping. Je m'achète une nouvelle veste, toute neuve, encore fraîche du magasin. Je rentre, je branche mon téléphone avec le chargeur que j'ai utilisé toute la semaine. Je jette la veste sur mon lit, et je commence à m'occuper d'autre chose, sans prêter attention. Quelques minutes plus tard, je me retourne. Et là, sur la veste, posée bien à plat, en plein milieu du tissu neuf, il y a un chargeur. Mon premier chargeur. Celui qui avait disparu sans laisser de traces. Comme s'il m'attendait là, comme s'il avait été placé sur la veste. Une veste que je venais à peine d'acheter, et qui n'avait été dans ma chambre que depuis quelques minutes. J'ai tout revérifié. Mon téléphone était bel et bien branché au deuxième chargeur, celui que j'utilisais depuis la disparition. Donc ce n'était pas une confusion. Et je n'avais pas porté cette veste avant aujourd'hui. Ce chargeur-là n'avait aucune raison, aucune manière logique d'être là. Et pourtant, il l'était. Juste posé là, comme si rien d'étrange ne s'était passé. Il y a environ 4 ou 5 ans, j'étais dans un bus, un trajet banal comme tant d'autres. Pas de fatigue particulière, pas de substance, juste moi, un jour normal, assis vers l'arrière. Devant moi, il y avait 3 personnes. Je ne les observais pas vraiment, mais je les avais bien enregistrées, le genre de présence qu'on note sans y penser, des passagers comme les autres, occupés à regarder leur téléphone, à somnoler, à attendre que ça passe. Entre 2 arrêts, sans aucune annonce, sans aucun bruit ou mouvement inhabituel, ils ont disparu. Pas à un, pas progressivement. Juste, plus là. Le bus ne s'était pas vidé d'un coup, personne ne s'était levé. Je n'ai vu aucun mouvement vers les portes, aucun signe qu'ils s'étaient déplacés. Un instant ils étaient là, l'instant suivant, les sièges étaient vides. 3 places libres d'un seul coup, sans transition. Je suis resté figé, regardant fixement ces sièges comme si le simple fait de les fixer pouvait inverser ce que je venais de voir. J'ai même eu ce moment de panique silencieuse, ce besoin de vérifier ma propre réalité, ai-je cligné des yeux trop longtemps? Suis-je en train de rêver? Est-ce que j'ai loupé quelque chose d'évident? Mais non. J'ai regardé autour de moi, cherché des regards complices ou inquiets. Rien. Les autres passagers continuaient comme si de rien n'était. J'ai même envisagé que c'était une sorte de blague, une mise en scène. Mais les sièges étaient encore légèrement chauds. Ils n'étaient pas restés vides longtemps. Et je savais ce que j'avais vu, ou plutôt ce que je ne voyais plus. Un soir, je me couche normalement, comme d'habitude avant un jour d'école. Rien d'inhabituel, juste une nuit ordinaire qui commence. Et puis je me réveille, et l'horloge indique 10h30. Je me dis, trop bien, pas école aujourd'hui, pensant que j'avais dormi super tard, peut-être qu'on était samedi ou qu'il y avait eu un jour férié. Je vérifie mon téléphone pour être sûr, 10h30. Et dehors, c'est lumineux, le genre de lumière douce de fin de matinée. Ça colle. Alors, naturellement, je me dis que je peux me rendormir un peu, histoire de profiter. Je ferme les yeux, sans stress, et je sombre à nouveau dans le sommeil. Sauf que la prochaine fois que je me réveille, mon réveil affiche 7h15. Pas 7h15 du soir.
7h15 du matin. Il fait nuit dehors. Et je suis censé me lever pour aller à l'école. Ce n'est pas un nouveau jour. C'est le même. Le même soir où je m'étais déjà réveillé à ce qui semblait être 10h30 du matin. Je n'ai pas juste rêvé que c'était 10h30. J'ai vu l'heure sur mon horloge et sur mon téléphone. Il faisait jour dehors. Ce n'était pas une impression, ce n'était pas flou. C'était net, réel, parfaitement cohérent. Et pourtant, après m'être rendormi, je me suis retrouvé plutôt dans le même jour, comme si le temps avait fait marche arrière. Je n'ai aucune explication. Je n'ai pas voyagé dans le temps, je ne me suis pas endormi à 10h30 du soir en croyant qu'il était 10h30 du matin. Je sais ce que j'ai vu. C'était clair. Ce moment de 10h30 a existé. Et ensuite, il a été effacé. Comme si le jour avait brièvement commencé, puis s'était ravisé. C'est peut-être pas spectaculaire, mais c'est exactement le genre de moment qui reste gravé parce qu'il casse quelque chose de fondamental, la continuité du monde. J'avais environ 8 ans, chez ma tante, un endroit familier. Je connaissais la maison, je connaissais les détails. Et surtout, je connaissais ce tapis du salon. Il avait toujours été bleu clair. Pas juste un souvenir vague, un bleu précis, presque pastel, que je voyais à chaque visite. Mais ce jour-là, je regarde le sol et le tapis est vert foncé. Un vert profond, presque mousseux. J'ai d'abord cru que c'était la lumière, ou que mes yeux étaient fatigués. Alors j'ai cligné plusieurs fois. J'ai frotté mes paupières. J'ai bougé un peu, changé d'angle. Mais le vert restait. Totalement là, complètement assumé. Comme si ça avait toujours été sa couleur. Et pourtant, ça n'avait aucun sens. Rien d'autre dans la pièce n'avait changé. Juste cette couleur, aussi stable qu'elle aurait dû être, s'était transformée sous mes yeux. J'ai continué à regarder, un peu perdu, un peu figé. Et puis, sans prévenir, le tapis est redevenu bleu. Pas en se transformant lentement, il était bleu à nouveau, comme s'il ne l'avait jamais été autrement. Je n'ai jamais trouvé d'explication. Peut-être un bug dans mon cerveau. Peut-être un éclairage étrange, une illusion passagère. Mais ça n'explique pas pourquoi c'était si net, ni pourquoi c'est resté assez longtemps pour me donner ce doute fondamental. Mon voisin est mort dans un accident de plongée. C'était la version officielle, confirmée, partagée dans le quartier. Il avait 2 enfants et une femme, une famille discrète, mais qu'on connaissait tous de vue. La nouvelle avait choqué tout le monde, même si je ne lui avais jamais beaucoup parlé. On n'était pas proches, mais sa disparition avait laissé un vide étrange. Le genre de nouvelle qui rend la rue plus silencieuse pendant quelques jours. Quelques mois plus tard, je marche dans mon quartier, sans rien de spécial en tête. Et là, sur le trottoir d'en face, je le vois. Mon voisin. En train de marcher comme si de rien n'était, vivant, présent, solide. Il n'était pas seul. Il était avec une jeune femme, pas sa femme, et elle tenait un bébé. Ils avançaient lentement, comme une famille qui profite d'une promenade. Je me suis figé. Mon cerveau a bloqué pendant quelques secondes, essayant de trouver une explication rationnelle. Peut-être un sosie? Peut-être un frère que je ne connaissais pas? Mais c'était lui. Je reconnaissais sa manière de marcher, la forme de ses épaules, même sa coupe de cheveux. Ce n'était pas une ressemblance vague, c'était précis. Instinctivement, je le savais. C'était lui. Je n'ai rien dit. Je n'ai pas traversé la rue, je ne lui ai pas parlé. J'ai juste continué à marcher, mais j'ai repensé à cette scène pendant des semaines. C'était trop net pour être une erreur. Et trop impossible pour être vrai. Quand j'étais gamin, j'avais ce tube de colle bleu vif. Une colle liquide qui sortait à travers une sorte de grille fine pour bien l'étaler, super satisfaisant à utiliser. Avant la première utilisation,
il y avait un petit capuchon en plastique juste sous la grille, pour empêcher la colle de couler tant qu'on n'était pas prêt. Sauf que ce jour-là, j'ai retiré la grille et essayé de faire sauter le capuchon, sans succès. Trop bien fixé. Alors, logique d'enfant oblige, j'ai juste serré le tube de toutes mes forces. Et là, ça a marché trop bien. La pression a expulsé une énorme giclée de colle bleue, pas devant moi, pas sur mes mains mais au-dessus de ma tête. Derrière moi. Elle a disparu dans l'air comme un tir d'élite. J'ai eu un moment de panique immédiate. Je me suis retourné, prêt à voir un mur ruiné, des rideaux massacrés, un canapé détruit. Mais rien. Il y avait juste la pièce, calme, les rideaux blancs immaculés, comme si de rien n'était. Je me suis mis à chercher partout. Le sol, les meubles, le plafond, derrière les rideaux, sous le canapé. J'ai fouillé pendant 10 bonnes minutes, à genoux, les mains tremblantes, essayant d'anticiper la future colère d'un adulte. Mais rien, aucune trace. Pas une goutte. Cette giclée de colle bleue avait purement et simplement disparu. Je suis allé dans un casino hors de l'État avec ma famille. Le casino avait 2 étages, il ressemblait un peu à un centre commercial. On pouvait voir l'étage supérieur simplement en levant les yeux, et on y accédait par un escalator. Les toilettes se trouvaient à l'étage, et ma mère y est allée seule. Elle a disparu pendant environ 15 minutes avant que je parte à sa recherche. J'ai vérifié dans les toilettes, mais elle n'y était pas. Le reste de ma famille, 5 personnes en tout, s'est dispersé pour la chercher, et on s'est tous retrouvés près de l'escalator, sans que personne ne l'ait trouvée. J'avais son téléphone sur moi, donc je ne pouvais pas l'appeler. Pendant tout ce temps, j'ai remarqué un homme louche qui restait planté devant les toilettes pour femmes. J'ai commencé à imaginer le pire, peut-être qu'il l'avait tué et caché dans une poubelle ou qu'il l'avait attaqué dans les toilettes pour hommes. Je paniquais complètement, alors je suis même allé vérifier là-bas. Finalement, après quelques minutes de plus, ma mère est descendue de l'escalator avec un air complètement ailleurs. J'étais soulagé de la revoir. Elle semblait complètement désorientée et m'a raconté que l'escalator l'avait emmenée dans un autre bâtiment de l'autre côté de la rue, puis l'avait ramenée là où on était, alors qu'elle avait pourtant pris le bon escalator. Je te jure qu'il n'y en avait que 2, un pour monter, l'autre pour descendre. Le plus fou, c'est que ces bâtiments n'étaient même pas reliés entre eux. Je faisais souvent des rêves très vifs qui faisaient tous partie d'une même histoire. L'univers était parallèle, peuplé de magie, de démons, tout ça. Moi, avec quelques amis, des gens qui n'existaient pas dans la vraie vie, on faisait partie d'un groupe de résistants dans une guerre. Les rêves ne se déroulaient jamais dans l'ordre chronologique, alors je les écrivais au réveil et je reconstituais la chronologie en me basant sur certains détails. Par exemple, dans certains rêves, j'étais seul et extrêmement puissant. Dans d'autres, j'étais juste un gamin normal, entouré de tous ses amis, à nous faufiler partout pour essayer de libérer des prisonniers de guerre. Une nuit, j'ai fait un rêve particulièrement sombre. L'un de mes amis, Luc, était assis sur un toit, prêt à sauter. Je suis monté pour tenter de le convaincre de ne pas le faire. On a parlé longtemps, et il m'a confié qu'il ne voyait plus l'intérêt de se battre, maintenant qu'elle est morte. Ce qui m'a surpris, c'est que la elle dont il parlait, c'était sa copine, Maddy. Dans les rêves qui se situaient plus tard dans la chronologie, elle n'apparaissait plus. Ce rêve expliquait donc sa disparition. Ça s'est passé pendant les vacances de Noël de 2009. Et quand les cours ont repris en 2010, j'ai rencontré Maddy pour la première fois. Elle venait d'arriver dans mon lycée. Elle était exactement comme dans mes rêves. Même visage, même rire, même geste, tout. Je ne l'avais jamais vue avant, j'en suis sûr. Et pourtant, elle était là. Non seulement vivante, mais réelle. Je ne pourrai jamais le prouver, mais je suis convaincu que mon fils, 5 ans, et moi partageons un lien télépathique étrange. Bien sûr, on a une relation mère-fils normale, mais il y a quelque chose de plus.
Je dirais qu'au moins 2 fois par semaine, il se réveille exactement au moment où je m'endors. Je ne comprends pas comment il le sait, et chaque fois je me dis que c'est juste une coïncidence, mais quelques jours plus tard, ça recommence. Il ne pleure pas, il m'appelle juste par mon prénom, et souvent il ne reste même pas réveillé assez longtemps pour entendre ma réponse. Parfois, il dit même, juste pour vérifier, quand je lui réponds. Je peux rester allongé pendant des heures à lire ou à ne rien faire, sans qu'il réagisse. Mais dès que je ferme les yeux et commence à sombrer dans le sommeil, il m'appelle. Il m'arrive aussi de savoir exactement ce qu'il pense, comme si j'entendais ses pensées dans ma tête. J'ai aussi une fille, et même si on est très proche, on n'a pas ce lien-là. Si je devais décrire ce que je ressens, c'est comme si une trop grande part de moi était passée en lui pendant ma grossesse, comme s'il avait emporté un morceau de moi avec lui. On dirait qu'on est jumeaux. Il lui arrive même de rire en même temps que moi, alors que je ris de quelque chose qu'il ne peut ni voir ni entendre. C'est vraiment bizarre, presque inquiétant quand j'y pense trop. Peut-être que c'est quelque chose de courant chez certaines mères, mais je n'en ai jamais entendu parler. Quand j'étais enfant, j'étais à la plage avec ma famille. J'avais lu une brochure sur la sécurité à la plage pendant le trajet en voiture, et elle expliquait que si quelqu'un se faisait piquer par une méduse, il fallait gratter la zone touchée avec une carte de crédit pour retirer les petits dards, ou quelque chose comme ça, afin d'empêcher le venin de continuer à se diffuser. La plage était assez fréquentée, et j'ai remarqué une pelle en plastique plantée dans le sable près de nous, elle ne nous appartenait pas. Je me souviens avoir pensé que ce serait un bon substitut à une carte de crédit si jamais quelqu'un se faisait piquer. Et justement, ma petite sœur s'est fait piquer par une méduse échouée sur sa jambe. J'ai alors utilisé la pelle en plastique pour lui retirer les dards. Des années plus tard, il m'est arrivé un truc plus étrange. Un matin, en allant en cours, j'ai entendu des chuchotements derrière moi. Fort et clair. Je me suis retourné, mais il n'y avait personne, la cour est normalement vide à cette heure-là. J'ai regardé un haut-parleur, pensant qu'il déconnait, mais les chuchotements étaient toujours juste derrière moi. Je suis entré dans le bâtiment, et les murmures me suivaient. J'ai pensé que j'hallucinais, mais ça m'a vraiment inquiété, parce que je n'avais jamais eu d'hallucination auditive auparavant. Les chuchotements ont continué jusqu'à quelques minutes avant le début du premier cours. Ça ne m'est jamais réarrivé depuis. Et je ne sais toujours pas ce que c'était. Je ne comprendrai jamais ce qui s'est passé ce matin-là. Au lycée, j'aimais bien me lever tôt pour avoir le temps de prendre un bon petit déjeuner, regarder un peu la télé, peut-être finir un devoir de dernière minute, bref, commencer la journée tranquillement. Je mettais toujours mon réveil à 6 heures. Ce matin-là, comme d'habitude, mon alarme sonne. Je prends mon téléphone pour l'éteindre. Je me souviens très clairement avoir lu un message d'un ami, un lève-tôt comme moi, qui me demandait si je voulais aller manger du riz frit avec le reste du groupe le soir même. Il l'avait envoyé à 5h39. Il faisait déjà jour, c'était encore septembre. Je suis sorti du lit et je suis allé direct sous la douche. En sortant, je suis descendu à la cuisine pour préparer du café et un petit déjeuner. En attendant que la cafetière chauffe, je suis remonté dans ma chambre chercher mon téléphone. Et là, en regardant l'écran, j'ai failli m'écrouler. Il était 3h30. Et dehors, il faisait nuit noire. Pire encore, le message de mon ami n'existait même pas. Je ne l'avais jamais reçu. Je suis resté figé, complètement perdu, à essayer de retracer tout ce qui s'était passé. J'étais sûr de moi, tout semblait logique jusqu'à ce moment-là. Comme j'étais bien réveillé, je n'ai même pas essayé de me rendormir. J'ai simplement attendu que le matin arrive pour de bon. Et là, à 5h39 précise, j'ai reçu le message de mon ami. Le même, mot pour mot. J'ai passé des années à essayer de comprendre ce qui s'était produit ce matin-là. La seule explication qui me vient, aussi absurde que ça puisse paraître, c'est que je me suis réveillé dans le futur, et que la douche m'a ramené dans le présent.
Quand j'étais au lycée, je conduisais une petite voiture de sport bon marché des années 70. Tous les quelques années à peu près, c'est pour dire combien elle consommait peu, il fallait refaire le plein. Contrairement aux voitures d'aujourd'hui où le bouchon d'essence est attaché à la voiture par un cordon pour qu'il reste suspendu pendant qu'on fait le plein, celle-là n'en avait pas. Il fallait dévisser le bouchon, le poser quelque part, puis le revisser une fois qu'on avait terminé. Un jour, j'étais en train de faire le plein, et après ça, j'ai simplement repris la route et je suis rentré chez moi. Le trajet entre la station-service et ma maison durait environ 10 minutes. En arrivant, j'ai réalisé que j'avais laissé le bouchon posé à l'arrière de la voiture, sur une surface lisse, inclinée vers le bas, et qu'il était resté là pendant tout le trajet sans tomber. Et pourtant, cette voiture vibrait constamment, même à l'arrêt. Et sur le trajet, j'ai roulé à plus de 30 km/h avec pas mal de virages et de bosses. Et le bouchon n'a pas bougé d'un centimètre. Je ne me l'explique toujours pas. J'en ai deux à raconter. Une fois, ma sœur et moi étions assises dans le salon quand, tout à coup, elle se fige et me demande si je vois cette chose noire dans la rue. Je lui réponds que non, puis je cligne des yeux, et ce qui suit, je n'ai jamais envie de le revivre. La télé s'est tue, tout autour de moi est devenu silencieux. Le genre de silence pesant, surnaturel. La seule chose que j'entendais, c'était ma sœur qui criait qu'il s'approche. Je me retourne vers la rue, et là, je vois effectivement une silhouette noire, comme une ombre humaine, qui avance lentement vers nous. Et puis, d'un coup, tout redevient normal. Le son de la télé revient, le bruit ambiant aussi, et la silhouette a disparu. Une autre fois, j'étais au travail, en train de compter de l'argent. On était obligé d'écouter la station de radio AM locale, qui passe surtout de la musique country et les matchs des Twins quand ils jouent. Pendant que je compte, la chanson Don't Worry, Be Happy commence à passer. J'aime bien ce morceau, alors je le laisse me porter pendant que je travaille. Puis elle repasse. Je commence à trouver ça bizarre, mais je continue. Et elle repasse encore. Et encore. Là, je contacte un ami qui travaille à cette station et qui était justement en poste à ce moment-là. C'est lui qui choisit les morceaux. Je lui demande ce qui se passe avec cette chanson, et il me répond qu'elle ne fait même pas partie de leur playlist. Quand j'étais au lycée, j'ai fait un rêve incroyablement vif. J'étais vêtu d'une robe blanche, comme une robe de bal, et on me menait à mon exécution. On devait me noyer. Ce rêve m'a marqué à jamais, parce que les émotions que j'y ai ressenties étaient très contradictoires, la peur, oui, mais aussi une sorte de calme résigné. Juste avant qu'on m'emmène, l'homme qui me conduisait s'est arrêté, a posé une main sur mon bras et m'a dit, d'une voix sincère, presque douloureuse, « Ce n'est pas ta faute. Ce qui s'est passé n'était pas ta faute. Ce que tu fais est courageux, mais ce n'était pas ta faute. » Ensuite, j'ai été exécuté. Je me suis réveillé en sursaut, haletante, comme si je m'étais vraiment noyé. Et là, panique totale, tous les verres dans ma chambre étaient pleins d'eau, et j'étais trempé de la tête aux pieds, vêtements et draps compris. Je me suis changé, j'ai refait mon lit, et j'ai mis ça sur le compte du somnambulisme ou d'un épisode étrange pendant mon sommeil. J'ai essayé de me rendormir sans trop réfléchir. Mais ce que je n'oublierai jamais, c'est ce qui s'est passé le lendemain. Au déjeuner, à l'école, mon ami de l'époque, aujourd'hui mon mari, s'est assis à côté de moi, m'a regardé, puis a attrapé mon bras d'un coup, exactement au même endroit que dans le rêve, et m'a dit, « Quoi qu'il se soit passé, ce n'était pas ta faute. » Je l'ai regardé, complètement perdu, et je lui ai demandé de quoi il parlait. Il n'en savait rien. Il m'a juste répondu que ça lui avait semblé être la chose à dire. À ce jour, il ne s'en souvient même plus. Mais moi, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça s'est passé il y a une dizaine d'années, on avait tous environ 12 ans. Ce jour-là, mon ami et moi sommes allés passer du temps chez un autre ami, Lewis. Après avoir traîné un moment dans sa chambre,
on a décidé de sortir et d'aller à la ferme qui se trouvait près de chez lui. En descendant, on a vu la mère de Lewis qui était en train de sécher les cheveux de sa petite sœur avant qu'elle aille se coucher. L'horloge affichait 19h45. On savait que sa petite sœur allait toujours se coucher à 20h, et que sa mère regardait son émission juste après. On part, mais on décide d'abord de passer à l'épicerie du coin pour acheter du jus, ça prend environ 20 minutes aller-retour. Ensuite, on va à la ferme, on traîne dans notre cabane, on discute longtemps et on observe les vaches. Lewis et moi avons tous les deux eu des frissons à plusieurs reprises sans raison apparente, ce qui a fini par nous mettre mal à l'aise. On a donc décidé de rentrer. En remontant le chemin de la ferme, on voit un cheval près d'un enclos. Ce qui nous a immédiatement surpris, car cette ferme n'a que des vaches. En arrivant au niveau de l'enclos, le cheval avait disparu, mais on pouvait encore entendre ses bruits. Ce qui nous a poussé à rentrer par un autre chemin, plus long, qui passait par une route. Il faisait déjà bien sombre, et on savait qu'on était parti depuis un bon moment, alors on a fait signe à une voiture pour demander l'heure. Le conducteur s'est arrêté et nous a dit qu'il était 21h20. 10 minutes plus tard, on était enfin de retour chez Lewis. On a regardé les horodateurs en chemin, tous affichaient une heure autour de 21h20. Mais en entrant dans la maison, c'est comme si on n'était jamais parti. La mère de Lewis était toujours en train de sécher les cheveux de sa fille. L'émission à la télé venait de commencer. L'horloge affichait 19h50. Elle nous a demandé où on était passé, car selon elle, elle ne nous avait même pas vu sortir de la maison alors qu'on devait passer juste devant elle. Amy et moi sommes partis presque immédiatement. Ce qui est encore plus étrange, c'est que tous nos tickets de caisse, de bus ou d'horodateur affichaient bien des heures entre 20h et 21h. Comme si nous avions vécu une heure de plus que tout le monde. Et ce n'est pas la seule fois. Depuis, ce genre de choses nous est arrivé à plusieurs reprises. On n'a jamais su l'expliquer. Quand j'étais enfant, j'ai participé à une colonie de vacances religieuses. Un jour, avec les autres enfants du camp, on nous a emmenés dans un champ pour nous apprendre, si je me souviens bien, le cycle de croissance du maïs. Au milieu du champ, il y avait une petite cabane rudimentaire, un peu délabrée, sans porte. Et à travers l'ouverture, même à distance, on pouvait voir un vieux frigo à l'intérieur. Au bout d'un moment, un des enfants a dit qu'il avait l'impression que le frigo s'était rapproché de la porte. Certains ont rigolé, d'autres ont dit qu'ils avaient remarqué la même chose. Alors j'ai commencé à faire attention moi aussi, à vraiment observer. Et là, je me rends compte que chaque fois que je détourne les yeux puis que je les repose sur la cabane, le frigo a bougé. Un coup un peu plus proche, un coup un peu plus à gauche ou à droite. Pas un déplacement énorme, juste assez subtil pour semer le doute, mais bien réel. Évidemment, on a tous commencé à flipper. Un des plus grands du groupe a eu l'idée de s'asseoir par terre, immobile, et de fermer les yeux. Il a dit que si on restait bien en place et que le frigo bougeait quand même, alors ce ne serait pas juste notre imagination. Alors on s'est tous assis. On a compté jusqu'à 3, fermé les yeux, puis recompté jusqu'à 3 pour les rouvrir. Je me souviens encore du moment exact. Des cris, des rires nerveux, de la panique, du silence choqué chez certains. Le frigo était là. Juste à l'entrée de la cabane. Comme s'il nous regardait. On a couru voir les adultes, bien sûr. Et comme d'habitude, on nous a dit qu'on inventait des histoires, qu'on se montait la tête. Mais je le sais, ce n'était pas un délire collectif de gamins excités. On l'a tous vu. Ce frigo a bougé. Tout seul. Et ce souvenir, lui, n'a jamais bougé depuis. Il y a environ 11 ou 12 ans, ma famille et moi avons emménagé dans un appartement situé juste au-dessus d'un vieux bar, sur une colline, dans une petite ville ancienne près de Buffalo, dans l'État de New York. Le bâtiment datait des années 1860. J'avais environ 13 ans à l'époque. Ce soir-là, j'étais dans le salon avec mon père.
On était tous les deux sur nos ordinateurs respectifs. Depuis le salon, on voyait facilement la cuisine à travers une grande ouverture, et la cuisine elle-même donnait sur un petit vestibule ou une sorte de hall pour les chaussures. Ce vestibule était légèrement surélevé par rapport à la cuisine, donc il y avait 2 petites marches entre les deux. À un moment donné, je commence à avoir faim. Je me lève et je m'approche de la porte du salon, et je m'arrête net. Assis sur les marches entre la cuisine et le vestibule, il y avait une silhouette sombre. Pas simplement dans l'ombre, plus sombre que l'obscurité elle-même. Un noir profond, comme une absence de lumière. Je croyais que c'était ma mère, peut-être réveillée d'une sieste et en train de se préparer à fumer une cigarette. Je demande à mon père, « Maman est rentrée ?» Il me répond que non, se tourne vers moi, et s'arrête lui aussi. Ses yeux s'écarquillent, exactement comme les miens. Il reste figé une bonne minute, puis me demande si j'ai vu la même chose. Je hoche la tête. Il se lève alors, marche jusqu'au seuil de la cuisine, et commence à crier pour attirer l'attention de la silhouette. Pas de réponse. Le salon était relié à une chambre. Mon père y court, attrape un couteau sur la commode, revient à la cuisine, et allume la lumière. Et là, dès que la lumière s'allume, la silhouette disparaît. Littéralement, comme si elle n'avait jamais été là. Je ne comprenais pas tout à l'époque, mais mon père glisse le couteau dans sa ceinture et va poser la main sur les marches où la silhouette était assise. Il me dit ensuite qu'elles étaient encore chaudes, comme si quelqu'un venait tout juste de s'y trouver. On ne sait toujours pas ce que c'était. Mon père confirme encore toute l'histoire aujourd'hui, mot pour mot. Et ce qui rend l'affaire encore plus dérangeante, apparemment, plusieurs personnes sont mortes dans le bar juste en dessous. Certains accidents, d'autres carrément des meurtres, notamment dans les toilettes. L'un des membres proches de la famille de mon père aurait d'ailleurs été tué là, dans ces mêmes toilettes. Est-ce que c'était lié ? On ne le saura peut-être jamais. Mais ce qu'on a vu, ce soir-là, c'était bien réel. Alors, quelques détails importants pour poser le décor. J'ai toujours aimé m'asseoir sur une balançoire dans mon jardin la nuit, en écoutant de la musique. C'était, et ça l'est encore, très apaisant. Je vis en bordure immédiate d'un bois assez grand et dense. Aussi, mon meilleur ami B habitait 2 maisons plus loin et allait courir chaque soir, pluie, neige, maladie, peu importe. Je pourrais presque compter sur les doigts d'une main le nombre de fois où il n'est pas allé courir depuis 10 ans. Il n'y a pas vraiment d'animaux sauvages dangereux là où je vis, à part peut-être des lynx, des ours noirs ou des coyotes, mais ces bêtes évitent les gens, et je n'ai jamais entendu parler d'un ours aperçu ici. J'essaie aussi de rester rationnel en toutes circonstances, et je fais un vrai effort pour ne pas flipper face à des trucs bizarres, parce que je déteste me sentir impuissant ou apeuré. Il y a toujours une explication logique. Bref, un soir comme les autres, vers 22h, je décide d'aller sur la balançoire. Je prends ma veste, mes écouteurs, une bière, et je sors. Et dès que je mets le pied sur l'allée, je ressens une sensation étrange, comme si on m'observait. Je n'y prête pas trop attention, il fait nuit, c'est sûrement juste mon cerveau primitif, et je fais le tour de la maison pour me diriger vers la balançoire. Mais à chaque pas que je faisais, ce malaise s'intensifiait, jusqu'à devenir presque une angoisse panique. J'avais une boule dans le ventre, j'avais froid, mon corps entier réagissait. Là, j'ai compris que j'étais en alerte. Mais je continuais à me dire que c'était dans ma tête. Sauf qu'en m'approchant de la balançoire, j'étais de plus en plus mal. J'ai ralenti, puis je me suis carrément arrêté à environ 3 mètres. Quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait quelque chose de différent dehors ce soir-là. Je suis un grand gars, plutôt athlétique. Je dis ça pour souligner que je n'avais pas peur qu'un type sorte des bois pour m'agresser. Dans le pire des cas, je peux fuir plus vite que 95% des gens, ou me défendre. Donc l'idée d'un humain dans le jardin ne me faisait même pas peur. Et comme je disais, il n'y a pas d'ours recensé ici, et même en cas d'attaque d'un animal, j'ai de bonnes chances de m'en sortir. J'insiste sur tout ça pour bien expliquer que je ne pensais pas être en danger réel. Et en plus,
j'ai cette tendance à refuser d'avoir peur, même quand je le suis. Ce n'est pas juste la peur, c'est le fait d'avoir peur qui me dérange. Donc je me force à ignorer ce malaise, je m'assois sur la balançoire. Mais j'ai peur. Sans raison. Je n'arrive pas à l'identifier, mais c'est là, clairement. En général, je reste là une bonne heure, avec la musique à fond, je m'évade. Mais là, dès la première chanson, j'arrêtais la musique de temps en temps pour écouter les bruits de la nuit, ce que je ne fais jamais. Et à chaque pause, cette sensation empirait. Ce n'était pas juste des frissons dans la nuque. Je ressentais une présence malveillante, comme si quelque chose de mauvais m'entourait. Une haine pure, invisible, mais lourde dans l'air. Et je n'utilise jamais ce mot à la légère, mais ce soir-là, c'était maléfique. Il n'y a pas d'autre mot. Alors je me retourne sur la balançoire pour faire face à la forêt, ce que je ne fais jamais d'habitude parce que B aime bien me surprendre en venant par l'avant. Et alors que je lançais une deuxième chanson, cette sensation devenait de plus en plus oppressante. Une urgence grandissante. J'ai souvent lu des expressions comme « terrifié jusqu'aux os » et je les prenais pour des exagérations. Jusqu'à ce soir-là. J'étais complètement terrifié. C'est difficile à décrire. Je sentais cette peur dans mes os, dans mes muscles. Je tremblais. Je n'avais jamais été aussi inquiet de toute ma vie. En un éclair, j'ai compris un truc, je me sentais comme une proie. Je ne voyais rien, je n'entendais rien, je ne sentais rien, mais j'étais pétrifié. J'ai tout essayé pour rester rationnel. J'ai laissé tomber la musique, la bière, et je suis resté là, à fixer les bois, cherchant n'importe quoi qui pourrait expliquer ce que je ressentais. Je ne voulais pas courir. Mais mon corps me hurlait de le faire. Il faisait chaud ce soir-là, mais j'avais froid comme si j'étais en plein hiver. Mon estomac était noué. C'était un mélange de crise de panique, d'angoisse pure, de cette sensation qu'un truc grave s'est produit mais qu'on ne sait pas encore quoi. Et aussi cette sensation atroce qu'on est observé, qu'on dérange quelque chose qui n'a rien d'humain. Et j'en pouvais plus. Physiquement, c'était devenu insupportable. Je n'arrivais presque plus à respirer. Alors j'ai sauté de la balançoire et j'ai sprinté jusqu'à la maison. J'ai claqué la porte, vérifié toutes les fenêtres et serrures, fermé les rideaux, allumé toutes les lumières, et je me suis entouré d'armes de fortune dans le salon. Et même à l'intérieur, je sentais encore cette présence. Mais elle s'est atténuée lentement. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, ce qui ne m'arrive jamais. J'étais trop tendu pour dormir, manger, ou même regarder la télé. Je suis resté assis, à réfléchir, incapable d'expliquer ce que je venais de vivre. Le lendemain, je vois mon pote B près de sa voiture. Je vais le voir, encore perturbé, et je commence à lui raconter. Et là, il me coupe et me dit « Attends. Viens avec moi. » Il m'emmène chez lui, on monte voir sa petite sœur, et il lui demande « Eh, qu'est-ce que j'ai dit hier soir en rentrant de ma course? Pourquoi je ne suis pas allé courir ?» Et elle répond, sans rien savoir de ce que j'ai raconté, « Tu disais que tu sentais un truc bizarre dehors, que c'était pas sûr. » En fait, il avait ressenti exactement la même chose. Il était sorti pour s'échauffer avant sa course, mais au bout de l'allée, il a senti une présence. Il a quand même commencé à courir, est arrivé devant chez moi, et là, la panique. Il a fait demi-tour et est rentré chez lui. Il ne fait jamais ça. Et quand on en a reparlé après avoir interrogé sa sœur, il m'a dit qu'il s'était senti comme une proie. Mot pour mot ce que j'avais ressenti. Les gens rient souvent quand on raconte cette histoire. Ils pensent qu'on a arrangé nos récits, qu'on s'est mis d'accord. Mais il m'a fait parler à sa sœur avant que je raconte quoi que ce soit, pour prouver que ce n'était pas du flan. Je ne sais toujours pas ce que c'était. Et ça ne s'est jamais reproduit depuis, même si ça me hante encore. Depuis, quand je vais sur la balançoire, je fais toujours face au bois. Et je prends une batte avec moi. Pas parce que je pense en avoir besoin. Juste au cas où. C'est de loin la chose la plus étrange qui me soit jamais arrivée. Merci d'être resté jusqu'à la fin.
N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.